On peut marcher moins vite par contre. On est à côté de la cathédrale dégommée. Bon, on y va? Bon bah du coup, tu peux y aller. Du coup, moi je suis Laura. Je suis du coup diplômée à Polytech Sorbonne dans la spécialité matériaux. Ton stage? Ouais. Bah alors, le stage de 4S, c'était un stage en laboratoire qui m'avait plus ou moins plu. Par contre, après mon stage de 5A, là c'est dans l'industrie, c'est beaucoup plus concret. Et c'est ça que moi je voulais faire, c'est quelque chose de plus concret, un peu dans l'action et où tu sais que ce que tu fais, bah, ça va avoir ça va être appliqué, une application concrète. Et donc là j'ai fait un stage donc, de 6 mois de fin d'études chez L'Oréal et dans les emballages durables. Ok. C'était déjà dans les emballages Ouais, c'était mon premier contact avec les emballages et ce qui me plaisait c'était que finalement tu avais une vue sur tout ce que eux font. Donc ce qui est bien c'est que tu avais une grande vue d'ensemble sur c'était un service qui s'occupait finalement de tous les emballages, de tous les différents axes qu'ils peuvent avoir et différentes marques qu'ils peuvent avoir aussi. Donc c'était mon premier contact avec les emballages où là finalement j'ai vu un peu tout ce qui était aussi aspect recyclage, fin de vie des emballages, comment on le gère, comment on le prend en compte pour la conception des packs. Et donc à l'issue de ce stage, donc ça s'est terminé en fin juillet, donc en plein milieu de l'été 2020. T'as pas voulu continuer là-bas? Alors c'était compliqué parce que finalement c'était crise Covid et c'était en plein été, donc il n'y avait pas forcément d'opportunité d'embauche dans les médias. Et ce qui se passait c'est que comme souvent ils te disent que ton CV restera dans un petit tiroir quoi, et on t'appellera à l'occasion. Et donc finalement moi je voulais pas attendre passivement comme ça et voir parce quand est-ce qu'ils allaient me rappeler. Pas de boulot et tu sais même pas s'ils seront embauchés en fait. Non c'est ça, ils peuvent te rappeler demain comme dans 2 ans en fait. Okay. Tu sais c'est juste que ils ont un avis sur toi, ils ont une petite fiche et ils savent que tu fais bien le taf. Mais pour l'instant pas d'opportunité, donc pour l'instant on te rappelle pas quoi. Donc finalement t'as 2 options, soit t'attends et tu peux attendre longtemps, soit t'attends pas et tu prends les choses en main et tu te bouges quoi. Et donc finalement c'est ce que moi j'ai fait, j'ai pas tellement attendu. Je suis partie chercher, mais en fait j'étais vite confrontée aux problématiques, soit j'ai pas d'expérience, puis c'est la crise Covid, donc on n'embauche pas, etc. Donc c'était pas évident au premier abord de trouver comme ça un travail. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé une newsletter pour essayer de me démarquer un peu des autres candidats. Et je suis restée sur cette thématique des emballages du coup. Et comment t'as eu l'idée de la newsletter sur... Suite à mon stage chez L'Oréal finalement, parce que déjà là-bas je faisais un peu de veille, je regardais un peu ce qui se passait chez les concurrents, mais aussi dans l'industrie alimentaire, parce que finalement il y a beaucoup de passerelles qui peuvent être faites entre les technologies de l'industrie alimentaire et cosmétique. Et donc j'ai utilisé ça en fait, ce que j'avais appris notamment, et donc dans mes newsletters j'essayais d'apporter un peu d'éléments de contexte, sur par exemple tout ce qui était législatif, ou alors sur des connaissances que j'avais sur le recyclage potentiel d'une solution. Et donc dans cette newsletter, le but c'était de présenter donc les emballages du secteur alimentaire et cosmétique. Donc une fois par semaine, tu reçois une petite news avec les petites nouvelles et donc les nouveaux packs qui sont sortis dans ces industries. Et le but c'était que ce soit visible par des gens parce qu'ils consomment beaucoup d'alimentaire et de cosmétiques ou par des industriels? Ouais, donc le but c'était que ça soit visible et par les consommateurs et par les industriels, parce que les consommateurs parfois on se rend pas compte aussi de la complexité que c'est de changer un emballage. On a toujours l'impression que c'est facile, mais en fait pour certains produits il y a une vraie utilité au pack. Et c'est plus ou moins complexe de substituer par exemple ta petite pochette en plastique qui finalement a des propriétés barrières de malade, qui permet de retenir l'eau, l'oxygène, la vapeur d'eau. Et ça c'est pas forcément ultra évident de trouver une alternative qui soit plus responsable et qui permette de maintenir ce produit et le conserver aussi. Et donc dans ta newsletter tu présentais les emballages, mais tu avais aussi une grosse part d'explication dans... Alors plus ou moins je voulais que ça soit quelque chose qui soit facile à lire, donc grosso modo j'avais une image de l'emballage qui était là, qui était annoncé, avec une petite description et typiquement est-ce qu'aujourd'hui c'est pris en charge dans la filière de recyclage telle qu'elle est conçue aujourd'hui ou pas, ou quels seraient potentiellement les axes d'amélioration que projette l'entreprise. À chaque fois je me basais sur les communiqués de presse que eux avaient et ce que eux ambitionnaient. D'accord, donc cette culture-là, tu as dit que tu l'as eu avec L'Oréal, mais du coup tu avais quand même ciblé l'emballage d'une entreprise. Non, pas du tout. Alors à chaque fois, en fait, je prenais toute l'industrie cosmétique et industrielle et alimentaire, et j'essayais vraiment de faire un panorama. Mais donc ça pouvait une semaine, si c'était L'Oréal qui faisait une annonce, ça pouvait être un tube de L'Oréal qui se retrouvait dans la newsletter. Mais si demain c'était, je sais pas,
un shampoing d'Unilever, ça allait être le shampoing d'Unilever. Je faisais pas du tout de distinction. Je prenais juste ce qui tombait dans l'actualité, donc je faisais une veille qui était plutôt moins active, et j'essayais de trouver les nouveautés, et ce qui paraissait vraiment innovant, et ce qui paraissait pas du greenwashing, bien sûr. Ok. Parce que c'est Et aussi le... tu faisais parfois des petites critiques de... Enfin, disons, tu mettais l'accent aussi sur ce qui n'était pas innovant, ou tu citais que l'innovant. J'essayais de plutôt citer l'innovant. Ouais. Mais pas que, hein, bien sûr, parce qu'en fait, en soi, il y a des innovations qui peuvent paraître simples, entre guillemets, mais dès que c'était des choses qui étaient nouvelles, même si c'était pas forcément ultra innovant, mais c'est quelque chose qui cassait un peu les codes du marché, je le mettais. Ok. Donc ça pouvait être des choses sur le réemploi, ça pouvait être des choses sur la substitution matériaux. Typiquement, on change le plastique pour passer dans un emballage en papier, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et du coup, ça s'appelle comment? Et donc ça s'appelle Green Pack. Du coup, tu as écrit green, j'imagine, ensuite attaché, Pack, avec, ouais, voilà. PACK. Exactement. Ok. Et boum. Logo affiché. Et du coup, tu l'as fait pendant combien de temps ça? Alors du coup, j'ai lancé fin octobre, donc dans le but de trouver un travail notamment. Enfin, c'était vraiment au début le but premier de trouver déjà quelque chose pour me différencier et puis ne pas être simplement à la recherche un peu passive d'emploi. Ça t'aidait pas à arranger tes idées aussi, de brasser tout ça? Bah si, et puis ça m'a permis aussi de voir un peu ce qui se faisait aussi, d'avoir une meilleure connaissance du marché actuel et de creuser aussi moi mes connaissances sur le recyclage, sur l'économie circulaire en règle générale. Ça m'a permis aussi de m'instruire et j'avais un but si tu veux. Ouais. J'avais le but de rédiger mon petit article à la fin de la semaine et du coup ça me permettait de me plonger dans des trucs que potentiellement j'aurais peut-être pas lu dans d'autres contextes. Du coup j'ai commencé en octobre, fin octobre, et donc je me fixais une deadline toutes les semaines, de façon hebdomadaire, je publiais un article. Puis après j'ai un peu espacé à partir de janvier, parce que finalement donc fin octobre j'ai eu un mois où je me suis consacrée entièrement à ça, à Green Pack. Et donc là typiquement j'essayais à chaque fois de me faire connaître via LinkedIn notamment, où je faisais pas mal de communication, j'essayais à chaque fois de faire des posts, montrer aussi un peu les stats, etc. pour encourager les gens à s'abonner. Ouais. Ouais, donc t'avais des posts Insta aussi Alors j'avais pas de page Insta, j'avais pas de page Twitter, j'ai vraiment focalisé ça sur LinkedIn. Parce que c'était là où finalement se trouvent les industriels. Et en fait j'ai pu comme ça cibler des gens aussi, typiquement les ingénieurs packaging ou les personnes qui étaient en charge des stratégies RSE. Enfin tu vois, j'ai vraiment ciblé comme ça les potentielles personnes qui pourraient être intéressées. En invitant comme ça sur LinkedIn à... Avec un petit message de 300 caractères. Ouais. Et en fait au début ça prenait vachement bien parce que j'envoyais comme ça 50 invitations par jour et j'avais entre 15 et 20 personnes qui s'abonnaient. Donc c'était un taux de conversion qui était quand même assez important. Ça a plutôt bien fonctionné. Et en un mois, du coup, j'ai eu plus de 300 abonnés en un mois. Okay. Exclusivement sur LinkedIn, du coup. Du coup, t'as dit un mois, ça veut dire que là, t'es rendu fin novembre. Voilà, fin novembre. Donc là, j'ai un mois de Green Pack derrière moi, avec mes petits 300 abonnés. Donc je continue. Tu l'as mis sur ton CV? Ouais, carrément. T'as rajouté la ligne? Écoute, même sur mon réseau LinkedIn, tu vois, ça m'a permis d'avoir un réseau qui, il a quadruplé mon réseau LinkedIn. Et j'ai eu, du coup, tu as des discussions avec des personnes à droite, à gauche, etc. que finalement, j'aurais pas eu forcément l'opportunité de leur parler à ces gens-là. Et c'est grâce à ce prétexte de Green Pack qui m'a permis de parler à des gens, etc. Et après, de finalement décrocher des entretiens d'embauche. Ah, donc t'en as eu plusieurs Ouais, j'ai eu plusieurs entretiens d'embauche, dont un qui est dans une start-up, du conseil à Paris. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis après de décrocher le job. Enfin, pas que ça, mais ça a fortement contribué, quoi. Et c'est ce qui m'a permis aussi de les connaître, parce que finalement, c'est des petites structures qui passent pas forcément par des moyens conventionnels pour embaucher. C'est beaucoup de bouche à oreille, ou ils utilisent leur réseau, quoi, souvent. Et là, pour le coup, ça m'a permis de rentrer en contact avec eux et d'avoir une petite place. Ok. Et du coup, c'est un peu la leçon de si tu bouges un peu tes fesses et que tu, on va dire, fais un peu ton truc, en général, tu trouves. Ouais, faut pas hésiter à se différencier, à essayer des trucs comme ça. Enfin, là, en soi, ça aurait très bien pu ne pas fonctionner, mais c'était une expérience aussi de voir que ça fonctionnait pas. Ouais. Et puis ça te permet toujours de parler avec certaines personnes et on sait jamais ce que ces personnes-là peuvent t'offrir. Et dans tous les cas, t'apprends des choses. Ouais, parce que j'imagine que toutes les discussions que tu as eues, c'est pas forcément pour l'entretien et tu avais des... Ouais, bien sûr. Ouais. Parfois, c'était simplement sur les emballages en tant que tel, ou alors c'est des gens qui étaient curieux par ma démarche aussi. Et dans tous les cas, c'était super enrichissant. Ouais.
Parce qu'en plus aujourd'hui il y a des problématiques qui sont plus ou moins importantes et surtout il y a encore des débats aujourd'hui sur les emballages, etc. Et du coup c'est toujours un sujet qui est un peu bouillonnant et c'est aussi intéressant d'avoir des débats purement et simplement. Ok, je vois. Et du coup là aujourd'hui tu bosses toujours là-bas, donc là on est combien de temps après? On est 6 mois du coup, ça fait 6 mois que j'ai été embauchée parce que j'ai été embauchée le 30 décembre. Ok. Ouais, le pile avant le nouvel an. En 2020 du coup c'est bon. Et ouais, donc du coup j'ai commencé à travailler le 5 janvier, donc ça a été super rapide. Ouais, donc ça fait 6 mois maintenant que je travaille dans cette boîte qui fait donc du conseil et qui accompagne donc les différents acteurs de différentes industries dans leur stratégie de démarche, de trajectoire, etc. d'économie circulaire. Ok. Et donc concrètement, on accompagne des acteurs qui font de l'emballage, donc alimentaire, mais aussi au niveau de la mode, ça peut être aussi le mobilier. On a des programmes sur la valorisation des déchets aussi. Ouais, donc on a plusieurs secteurs sur lesquels on travaille et ça peut être des missions assez ponctuelles où ça va être parfois définir une trajectoire finalement qu'on appelle 3R, donc ça va être recycler, réduire et réemployer. Donc autour de ces 3 piliers-là, quelle est la stratégie à adopter selon le secteur? Parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins possibles aussi techniquement parlant. Parce que là, parfois, c'est ce que le consommateur ne voit pas et ce qu'on peut oublier aussi. Et on peut être très exigeant envers les industriels, mais en fait, ils ont aussi des contraintes qui leur sont propres, qu'il faut prendre en compte. Et donc voilà, ça peut être des missions comme ça, ponctuelles et individuelles. Et puis après, on a ce qu'on appelle des programmes d'innovation, où là, en fait, ça permet de réunir dans un consortium plein d'entreprises, donc du même secteur, qui peuvent être concurrentes même parfois, et de les faire travailler main dans la main pour définir leurs besoins actuels. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de changer? Donc typiquement, est-ce que leur, leur petit sachet en plastique a besoin d'être remplacé? Ils veulent travailler sur un sachet en carton, mais il y a des exigences à cocher, donc ça va être des contraintes en termes de propriétés barrières, que ce soit résistant à l'humidité, à l'oxygène, etc. Donc il y a plusieurs contraintes techniques. Tu connais bien? Ouais. Matériaux? Ouais, entre autres. Bah après j'apprends tous les jours parce que Oui, forcément. ouais, mais ouais bien sûr. Et donc du coup ça va être bien identifier les besoins, donc propriétés barrières. Et ça en fait c'est étonnant, mais souvent les industriels ne le connaissent pas parce que le plastique couvre tout en fait. On se pose même pas la question de qu'est-ce qu'on a besoin parce qu'en fait il est tellement barrière à tout qu'il n'y a pas de question à se poser. Et donc ça va être d'un premier temps définir ça et ensuite ça va être trouver des innovations et mettre en place des pilotes pour lancer des emballages qui soient alternatifs. Je voulais savoir si il y a plusieurs secteurs ou plusieurs types d'émissions. Est-ce que toi tu es plus sur certains secteurs, tu te retrouves plus dans certains types d'émissions, ou alors qu'est-ce que c'est que tu fais concrètement? Tu te retrouves à discuter avec des industriels de plein de boîtes voilà. Ouais, bah alors du coup, moi pour l'instant j'ai fait beaucoup de ce qui était relatif aux emballages, donc de l'alimentaire et de la cosmétique, donc ce qui était en lien avec mes connaissances que j'ai pu acquérir avec mes précédentes expériences finalement. Et puis en fait du coup, étant donné que je travaille là dans l'emballage, je vais interagir avec des acteurs de l'emballage mais qui sont à tout niveau de la chaîne de valeur si tu veux. Donc il y aura et le recycleur, le trieur, il va y avoir aussi le consommateur. Il va y avoir les ONG, il va y avoir les industriels purs et durs qui vont faire et qui ont des contraintes industrielles fortes. Donc c'est essayer de les comprendre et voir si demain tu changes ton emballage, quel investissement ça représente aussi parce que c'est des sommes colossales. Enfin voilà, donc c'est vraiment, le but c'est de discuter avec toute la chaîne de valeur pour que tout le monde travaille ensemble main dans la main pour amener à des résultats concrets. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est le seul moyen d'y arriver. Pour changer un modèle entier, il faut que tout le monde se mette d'accord et avance dans la même direction. Sinon ça bloquera. Et c'est notamment le cas pour le réemploi. On voit bien qu'en fait, tu es obligé de mutualiser et de massifier au maximum pour que ça ait un sens environnemental, mais aussi économique. Okay. Donc si tu veux concilier ces deux trucs-là, tu n'as pas le choix finalement que de rassembler tout le monde sur la table et les mettre d'accord pour avoir une trajectoire commune et les faire avancer. Okay. Tu as vu le bénéfice de ce que tu as apporté quoi? Ouais, bah là il y a des pilotes qui sont en cours où finalement on teste des papiers, etc. pour voir si finalement ça correspondrait aux exigences de nos partenaires, pour pouvoir potentiellement lancer là des emballages prochainement. Donc ça c'est en phase de pilote et donc de test encore. Et puis après tout ce qui est réemploi, ça c'est pareil, c'est des thématiques sur lesquelles j'ai été amenée à travailler. Et là c'est définir par exemple des standards d'emballage que tout le monde pourrait utiliser et qui favoriseraient la massification justement et qui pourraient permettre au réemploi d'avoir un vrai sens et de pouvoir prendre un peu son envol. Okay.
Bah alors concrètement, je ne peux pas non plus tout te Oui, dire. ouais, non, je comprends. Ouais, J'ai c'est- l'impression que tu es globalement satisfaite. Mais carrément, parce qu'en fait, tu as un aspect très matériaux, donc ingénieur, où finalement, il faut que tu comprennes quel matériau t'apporte quoi. Parce que finalement, c'est pas le plastique contre tous. Aujourd'hui, c'est un peu la perception qu'on a, et même le législateur va dans ce sens-là, où aujourd'hui, c'est beaucoup de plastique qui se fait taper dessus, avec des lois, des décrets qui sont très exigeants envers les industriels finalement. Et donc là, le but, c'est vraiment de comprendre quel matériau pour quelle application. Parce que le but, c'est pas de faire une guerre de matériaux, mais bien de mettre chaque matériau au bon endroit, enfin, pour qu'il réponde à chaque fois à des besoins précis. Et puis après, il y a le côté aussi un peu politique, avec les constructions de stratégie, et puis il y a le côté aussi conseil, où finalement, c'est plus étudier vraiment les systèmes, les secteurs, les chaînes de valeur. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait que c'est très complémentaire. Et c'est assez, du coup, c'est super sympa au quotidien. Ok, bah, tant mieux. Et puis t'as plein de challenges aussi, parce que c'est pas du tout évident aujourd'hui de remplacer ton paquet de chips, par exemple, qui est en plastique, et t'as une couche à lui aussi, parce que la barrière, elle est ultra importante. Si tu veux que tes chips restent craquantes, remplacer ça par du papier, c'est super compliqué. Donc c'est super challengeant aussi. Ok. Bah moi, de base, j'avais une petite aussi, j'ai toujours fait attention aussi dans ma vie perso, etc. Enfin, tu sais, je suis pas du tout une extrémiste, une écolo, tu vois, loin de là. Juste, je faisais des petites actions à mon échelle, quoi. Et donc là, un des buts, c'était aussi d'arriver à faire quelque chose qui a plus d'impact à une échelle autre. Donc déjà, ce que j'avais commencé à faire en stage, où tu vois, j'étais contente d'avoir un stage dans le domaine de l'emballage durable. Et c'est vraiment durable le mot-clé, parce que l'emballage en soi, tu vois, j'avais pas forcément l'envie ou tu vois un feeling particulier avec l'emballage. C'était pas du tout ça initialement, c'était plus l'aspect durable et changer les choses à une autre échelle, quoi. En fait, l'emballage, c'est le sujet qui a rejoint tes compétences ingénieurs avec le durable. Ouais, en fait, c'est l'opportunité que j'ai eue chez L'Oréal concrètement qui m'a permis de mettre le pied dedans. Parce qu'en soi, l'emballage, c'est pas du tout l'empreinte environnementale. Elle est ultra importante sur le produit. L'emballage, finalement, c'est pas grand chose, mais c'est l'apport d'entrée, et c'est aujourd'hui ce qu'on attaque un peu à travers les lois. Enfin, le législateur a encore une fois, tu vois, a mis un aussi cadre. une part de juridiction, quoi, là-dedans. Oui, du coup, au niveau réglementaire, pareil, faut Là, que tu tu touches à sois. tout, ouais. Tu fais, Ouais, carrément. C'est ça qui est super intéressant, c'est que tu vois les textes avancer, tu vois, les décrets qui ont été consultés, mais en fait, non, il y a des modifications, et donc après, vous allez voir à la ligne, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a des textes qui sont complètement contradictoires, et les industriels, ça les arrange bien, parce qu'ils peuvent jouer là-dessus aussi. Et en fait, c'est trouver à chaque fois le mot juste, et trouver à chaque fois, finalement, comment être compliant avec la loi, mais aussi devenir leader et prendre un pas d'avance avec, tu vois, ces opportunités parce que finalement, c'est des opportunités aussi pour eux, pour les industriels. Ouais, je vois très bien. Surtout que la start-up en consulting, etc., c'est intéressant. Ouais, Et oui, du en coup, plus, avec le fait que ce soit une start-up, du coup, c'est aussi ça qui est super, qui est cool, c'est que finalement, tu as aussi une vue de tous les secteurs. Parce que moi, du coup, je travaille beaucoup sur l'emballage, comme je te disais, mais j'ai des collègues qui travaillent sur d'autres choses, sur la mode, sur le mobilier, tu vois, changer les panneaux de bois, par exemple, ça c'est pareil, c'est des thématiques, on le sait pas, tu vois, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire dessus. En tant que consommateur, tu vois, on n'est pas forcément au courant de tout, finalement. Et alors que là, justement, ça t'élargit ta vision. Mais carrément, et ça m'ouvre l'esprit sur d'autres secteurs, etc., des choses que j'avais jamais vues, ou tu vois, où on se doute pas forcément que c'est si dégueulasse, en fait. Et non, du coup, c'est super intéressant aussi de ce point de vue-là, ouais. Ok. Bon, je sais pas comment conclure, je sais pas si c'est une question en plus que moi j'aurais oublié. Toi, t'es là, tu te fais. Ouais, j'écoute. Non, mais je pense qu'on va finir, hein. Je sais pas si Ouais. t'as d'autres trucs. Non, moi, Ouais, c'est c'est complet, efficace et tout. C'est vrai. On s'arrête là? Un dernier mot, un truc à dire aux étudiants peut-être. Ça fait vraiment la phrase.